Pendant que tu dors cette nuit, 4 êtres humains seront enfermés dans une capsule de la taille d'un monospace familial, traversant le vide absolu de l'espace à plus de 40 000 km à l'heure, sans aucune possibilité de retour anticipé si quelque chose tourne mal. Il n'existe pas d'hélicoptère de secours dans l'espace profond. Il n'y a pas d'hôpital à 15 minutes de vol. Il n'y a pas de seconde chance. Entre le moment du décollage et l'amérissage final, s'écouleront exactement 10 jours, 21 heures et 30 minutes. 10 jours pendant lesquels une seule défaillance technique, une seule décision erronée, une seule micrométéorite de la taille d'un grain de sable impactant à vitesse hypersonique pourrait transformer la mission la plus ambitieuse de la NASA depuis un demi-siècle en la tragédie spatiale la plus dévastatrice de l'histoire humaine. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que ces 4 astronautes le savent parfaitement. Ils l'ont accepté. Ils ont signé des documents reconnaissant qu'ils pourraient ne jamais revenir. Ils ont enregistré des messages pour leur famille, des messages qui ne seront diffusés que si la mission se termine en catastrophe. Cette nuit, je vais te raconter heure par heure, manœuvre par manœuvre, les 10 jours les plus intenses que la NASA ait jamais planifiés. Tu vas découvrir pourquoi ce voyage n'est pas simplement une promenade autour de la Lune, mais une répétition générale pour quelque chose de bien plus grand, bien plus risqué, bien plus transformateur pour notre espèce. Tu vas comprendre 3 mystères que la plupart des documentaires sur Artemis II évitent de mentionner. Premièrement, pourquoi la NASA a délibérément choisi la trajectoire la plus dangereuse possible au lieu de la route directe qu'utilisaient avant les missions Apollo. Deuxièmement, ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps humain lorsqu'on traverse les ceintures de radiation de Van Allen, et pourquoi les astronautes d'Artemis II recevront en quelques heures la dose de radiation qu'un travailleur de centrale nucléaire accumule pendant toute sa carrière. Troisièmement, le secret le mieux gardé du programme Artemis. Ce qui se passerait si la capsule Orion perdait communication avec la Terre pendant les phases critiques de la mission, et pourquoi il existe un protocole de contingence que les astronautes espèrent ne jamais avoir à activer. Ce que tu vas découvrir cette nuit pourrait t'empêcher de dormir. Non pas parce que c'est terrifiant, mais parce que cela va te faire comprendre à quel point la frontière entre le succès historique et la tragédie absolue est extraordinairement fragile dans l'exploration spatiale. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence maintenant. Pendant des décennies, l'histoire officielle du retour humain sur la Lune a été présentée comme une simple continuation logique du programme Apollo. Les médias répètent constamment qu'Artemis est essentiellement Apollo, avec une technologie moderne, comme s'il s'agissait simplement de mettre à jour un ancien téléphone portable. Le récit officiel suggère que nous savons exactement comment aller sur la Lune, parce que nous l'avons fait il y a plus de 50 ans. Et qu'Artemis II n'est guère plus qu'une mission de vérification routinière avant les alunissages ultérieurs. Cette version de l'histoire est profondément trompeuse. La réalité est qu'Artemis II représente un bond technique si radical par rapport aux missions Apollo que comparer les 2 programmes revient à comparer la traversée d'une rivière en canoë avec la traversée de l'océan Atlantique en sous-marin nucléaire. Les technologies sont fondamentalement différentes. Les trajectoires sont complètement distinctes. Les risques sont d'une nature que les astronautes du programme Apollo n'ont jamais affrontée. Considérons d'abord la question de l'expérience accumulée. Lorsque Neil Armstrong a marché sur la Lune en 1969, les États-Unis avaient déjà accompli de nombreuses missions habitées en orbite terrestre avec les capsules Mercury et Gemini. Les astronautes d'Apollo 11 avaient derrière eux des milliers d'heures de vol spatial accumulées par leurs prédécesseurs. Il existait une continuité directe, une progression graduelle, un apprentissage pas à pas. Artemis II n'a pas ce luxe. La dernière fois qu'un être humain a quitté l'orbite terrestre basse, c'était en décembre 1972, lorsque Eugene Cernan et Harrison Schmitt ont marché pour la dernière fois sur la surface lunaire pendant la mission Apollo 17. Depuis lors, plus de 50 ans se sont écoulés. Plus d'un demi-siècle pendant lequel aucun être humain n'a voyagé au-delà de 600 km de la surface terrestre. Toute l'expérience institutionnelle des voyages dans l'espace profond a été perdue.
Les ingénieurs qui ont conçu les missions Apollo sont à la retraite ou décédés. Les contrôleurs de vol qui ont guidé les astronautes vers la Lune ne travaillent plus à la NASA. Les procédures d'urgence, les astuces opérationnelles, le savoir-faire tacite accumulé pendant des années de missions lunaires, tout cela a disparu. Artemis II repart essentiellement de zéro. Mais la réalité est encore plus complexe que cela. La capsule Orion, qui transportera les 4 astronautes, utilise des systèmes de navigation, de propulsion et de support vital qui n'ont jamais été testés avec des êtres humains à bord dans l'espace profond. Pendant Artemis I, la mission non habitée qui a servi de test initial, Orion a accompli son voyage autour de la Lune avec succès, mais sans la complexité ajoutée de maintenir 4 êtres humains en vie pendant 10 jours. Le système de support vital n'a pas été vérifié dans des conditions réelles. Les boucliers contre les radiations n'ont pas été testés avec des corps humains à l'intérieur. Les systèmes de communication n'ont pas été éprouvés avec des astronautes dépendant d'eux pour leur survie. Les dizaines de procédures d'urgence qui existent sur papier n'ont jamais été exécutées dans l'environnement pour lequel elles ont été conçues. Les astronautes d'Artemis II seront, à bien des égards, des cobayes. Des pilotes d'essai dans le sens le plus pur et le plus dangereux du terme. Et il y a quelque chose de plus que le récit officiel omet systématiquement. La trajectoire choisie pour Artemis II est délibérément plus risquée que n'importe quelle trajectoire utilisée pendant le programme Apollo. Il ne s'agit pas d'aller directement vers la Lune, de faire un tour et de revenir par le chemin le plus court. Artemis II suivra ce qu'on appelle une trajectoire de retour libre hybride, un chemin qui emmènera l'équipage plus loin de la Terre qu'aucun être humain n'a jamais voyagé. Au point le plus éloigné de leur voyage, les 4 astronautes seront à plus de 450 000 km de la Terre. Plus loin que n'importe quel astronaute du programme Apollo. Plus seul que n'importe quel être humain ne l'a jamais été dans toute l'histoire de notre espèce. À cette distance, un signal radio met presque 1,5 secondes pour atteindre la Terre. Encore 1,5 seconde pour que la réponse revienne. 3 secondes de délai total dans chaque communication. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais dans une situation d'urgence, 3 secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les astronautes devront prendre des décisions critiques sans pouvoir consulter le contrôle de mission en temps réel. Ils devront faire confiance à leur entraînement, à leurs instincts, à leur capacité d'improviser des solutions sous une pression extrême. La version officielle présente Artemis II comme une étape de plus dans le progrès inévitable de l'humanité vers les étoiles. La réalité est bien plus sombre, bien plus incertaine, bien plus fascinante. Mais avant de nous plonger dans les détails techniques de la mission, avant d'analyser heure par heure ce qui se passera pendant ces 10 jours, nous devons comprendre quelque chose de fondamental sur le véhicule qui rendra tout cela possible. Nous devons parler de la fusée la plus puissante jamais construite par des mains humaines. Une bête d'acier et de feu qui génère plus de poussée que n'importe quelle machine dans l'histoire de l'ingénierie terrestre. Le système de lancement spatial, connu par son acronyme anglais SLS, est un monstre de 111 mètres de hauteur qui pèse 2600 tonnes entièrement chargées de carburant. Ses 4 moteurs principaux, RS-25, génèrent chacun plus de 2 millions de newtons de poussée. Mais ce n'est que le début. Les 2 propulseurs d'appoint à poudre latéraux ajoutent une poussée combinée de plus de 30 millions de newtons pendant les 2 premières minutes de vol. Pour mettre cela en perspective, la poussée totale du SLS au décollage dépasse les 39 millions de newtons. C'est 15% plus puissant que le légendaire Saturne V qui a emmené les astronautes d'Apollo vers la Lune. C'est le véhicule de lancement le plus puissant jamais exploité par l'humanité. Et toute cette puissance concentrée rugira directement sous les 4 astronautes d'Artemis II, lorsqu'ils quitteront la plateforme de lancement au centre spatial Kennedy. Pendant les 8 premières minutes et demie du vol, ces 4 êtres humains expérimenteront des forces d'accélération qui tripleront leur poids corporel. Leurs organes internes seront comprimés contre leur dos. Leur sang luttera contre la gravité artificielle pour continuer à affluer vers leur cerveau. Leurs combinaisons spatiales se tendront autour de leur corps, tandis que des millions de kilogrammes de poussée
les arracheront à la surface de la seule planète que notre espèce a jamais appelée maison. 8 minutes et demie de violence contrôlée. 8 minutes et demie pendant lesquelles n'importe quelle défaillance dans les milliers de composants de la fusée pourrait résulter en une catastrophe instantanée. Les astronautes du programme Apollo décrivèrent le décollage comme être tiré d'un canon, tandis que quelqu'un frappait l'extérieur de leur capsule avec un marteau géant. Les vibrations étaient si intenses qu'il était impossible de lire les instruments pendant les premières minutes. Le bruit, transmis à travers la structure de la fusée, était assourdissant même à l'intérieur des casques pressurisés. Les astronautes d'Artemis II expérimenteront quelque chose de similaire, mais avec un véhicule qui n'a jamais transporté d'êtres humains auparavant. Un véhicule dont les caractéristiques de vibration avec un équipage à bord ne peuvent être estimées que par des simulations informatiques. Un véhicule qui pourrait se comporter de manière qu'aucun ingénieur n'a complètement anticipée. C'est la réalité qui se cache derrière les communiqués de presse optimistes et les conférences de presse soigneusement chorégraphiées. Artemis II n'est pas simplement la prochaine étape logique dans l'exploration spatiale. C'est un saut vers l'inconnu, un acte de foi technologique, un pari où les vies de 4 êtres humains sont en jeu. L'histoire officielle parle de préparation méticuleuse, de technologie éprouvée, de risques calculés et contrôlés. La réalité est qu'aucune quantité de simulation terrestre ne peut reproduire complètement les conditions de l'espace profond. Aucun test de laboratoire ne peut anticiper toutes les façons dont le vide, les radiations et les températures extrêmes affecteront des systèmes qui n'ont jamais opéré dans cet environnement avec des vies humaines dépendant d'eux. Les astronautes d'Artemis II le savent. Ils l'ont accepté. Ils ont consacré des années de leur vie à se préparer pour une mission qui pourrait faire d'eux des héros immortels ou des victimes d'une tragédie qui résonnerait pendant des générations. Et en moins de 10 jours, nous saurons lequel de ces destins les attend. Mais la réalité d'Artemis II est bien plus sombre et fascinante que ce que n'importe quel résumé officiel pourrait suggérer. Parce que ce qui se passera pendant ces 253 heures de mission n'est pas simplement un voyage aller-retour vers notre satellite naturel. C'est une expérience avec des êtres humains vivants dans l'environnement le plus hostile connu de notre espèce. C'est un test des limites de notre technologie, de notre ingéniosité, de notre capacité à survivre au-delà du fragile cocon protecteur de notre atmosphère terrestre. Pour véritablement comprendre ce qui est en jeu, nous devons abandonner les explications simplifiées et nous plonger dans la physique brutale des voyages spatiaux. Nous devons comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'un corps humain quitte la protection de notre planète et s'aventure dans le vide absolu de l'espace cislunaire. L'espace n'est pas vide. C'est la première vérité inconfortable que les communiqués de presse évitent de mentionner. Entre la Terre et la Lune existe un environnement si hostile à la vie humaine qu'il fait paraître les déserts les plus extrêmes de notre planète comme des jardins accueillants en comparaison. Des particules de radiation solaire voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, traversant tout sur leur passage. Des micrométéorites de la taille de grains de sable impactent n'importe quel objet à des vitesses de dizaines de kilomètres par seconde. Chacune d'elles avec suffisamment d'énergie pour perforer des métaux. Des températures qui oscillent entre 120 degrés centigrades sous la lumière directe du soleil et moins 150 degrés dans l'ombre créent des tensions thermiques qui peuvent fracturer des matériaux en quelques heures. Et tout cela se produira tandis que 4 êtres humains tenteront de survivre dans une capsule de la taille d'un camping-car, faisant confiance à des systèmes de support vital qui n'ont jamais été testés dans ces conditions exactes avec des passagers humains. C'est la réalité d'Artemis II. C'est la vérité qui se cache derrière les célébrations anticipées et les gros titres optimistes. 10 jours dans l'enfer glacé de l'espace. 10 jours qui pourraient changer pour toujours l'histoire de l'exploration humaine. 10 jours qui commencent avec le rugissement de 39 millions de newtons de poussée s'élevant des côtes de Floride. Partie 2. Le compte à rebours final représente les dernières heures où les 4 astronautes d'Artemis II appartiennent encore à notre monde terrestre. Pendant ces moments qui précèdent l'allumage des moteurs, une chorégraphie minutieusement orchestrée se déroule au Centre spatial Kennedy,
impliquant des milliers de personnes travaillant en synchronisation parfaite pour préparer le moment le plus dangereux de toute la mission. 8 heures avant le décollage, les astronautes se réveillent dans leur quartier d'équipage, un bâtiment spécialement conçu pour les isoler du monde extérieur pendant les derniers jours avant le lancement. Leur sommeil a été surveillé par des médecins, leur alimentation a été contrôlée pour éviter tout problème gastro-intestinal pendant le vol. Même leurs interactions sociales ont été limitées pour réduire le risque d'infection par un virus de dernière minute qui pourrait compromettre la mission. Le petit déjeuner traditionnel des astronautes avant un vol spatial est un rituel qui remonte au premier jour du programme Mercury. Des œufs, du steak, des toasts. Un repas riche en protéines et pauvre en fibres, conçu pour minimiser la production de gaz intestinaux dans l'environnement pressurisé de la capsule. Ce n'est pas un détail romantique, c'est une nécessité physiologique brutale. Dans l'espace confiné d'Orion, où 4 personnes partageront un volume habitable de seulement 9 mètres cubes pendant 10 jours, chaque détail corporel devient une considération technique. 6 heures avant le décollage, les astronautes enfilent leur combinaison de vol. Ces combinaisons orange vif, officiellement appelées combinaisons de survie Orion Crew Survival System, ne sont pas de simples vêtements. Ce sont des systèmes de survie autonomes capables de maintenir un astronaute en vie pendant plusieurs heures en cas de dépressurisation de la cabine. Chaque combinaison pèse plus de 15 kg et contient ses propres réserves d'oxygène, ses propres systèmes de régulation thermique, ses propres communications radio. L'habillage prend plus d'1 heure à l'habiller. Chaque joint doit être vérifié. Chaque connexion doit être testée. Une seule fuite, aussi minuscule soit-elle, pourrait devenir mortelle dans le vide de l'espace. Les techniciens qui aident les astronautes à s'habiller suivent des procédures développées sur des décennies, des gestes répétés des milliers de fois en simulation, perfectionnés jusqu'à devenir une seconde nature. 4 heures avant le décollage, les astronautes quittent le bâtiment d'équipage et montent à bord du véhicule qui les transportera jusqu'à la plateforme de lancement. Ce trajet de quelques kilomètres est l'un des moments les plus surréalistes de tout le processus. Les astronautes, enfermés dans leur combinaison volumineuse, regardent par les fenêtres un paysage qu'ils pourraient ne jamais revoir. Les marais de Floride, les palmiers, les oiseaux aquatiques qui s'envolent au passage du convoi, la banalité extraordinaire de la vie terrestre, observée par des êtres humains qui s'apprêtent à quitter la Terre. Le trajet jusqu'à la plateforme 39B prend environ 20 minutes. Pendant ce temps, le SLS se dresse à l'horizon comme un monument à l'ambition humaine. Ses flancs blancs brillant sous les projecteurs qui illuminent la structure pendant la nuit précédant le lancement. De la vapeur s'échappent des réservoirs d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide, créant des nuages fantomatiques qui enveloppent à la base du véhicule. Le carburant cryogénique, maintenu à des températures de moins 250 degrés centigrades, fait littéralement geler l'air ambiant autour de la fusée. 3 heures avant le décollage, les astronautes entrent dans la tour de lancement et prennent l'ascenseur jusqu'au niveau de la capsule Orion, à plus de 100 mètres au-dessus du sol. Ce trajet en ascenseur dure moins de 2 minutes, mais il représente une transition psychologique fondamentale. En bas, ils sont encore des êtres humains ordinaires, soumis aux mêmes lois et aux mêmes contraintes que tous les habitants de cette planète. En haut, ils deviennent des explorateurs, des pionniers, des représentants de l'espèce humaine tout entière. Le bras d'accès de l'équipage, une passerelle métallique qui relie la tour à la capsule, oscille légèrement dans le vent. Les astronautes traversent cette passerelle un par un, conscients que sous leurs pieds s'étend un vide de plus de 100 mètres, et que dans quelques heures, ce vide sera remplacé par celui, infiniment plus grand, de l'espace interplanétaire. L'entrée dans la capsule Orion est un exercice de contorsionnisme. Malgré leur entraînement intensif, les astronautes doivent se plier et se tordre pour s'insérer dans leur siège à travers l'écoutille étroite, tout en portant des combinaisons volumineuses qui limitent leurs mouvements. Le commandant de mission, Red Wiseman, entre en premier et s'installe dans le siège de gauche. Il est suivi par le pilote, Victor Glover, qui prend le siège de droite. Ensuite viennent les 2 spécialistes de mission, Christina Koch et Jeremy Hansen, qui s'installent dans les sièges arrière. 2 heures avant le décollage, l'écoutille est scellée. À partir de ce moment, les astronautes sont isolés du monde extérieur.
L'air qu'ils respirent provient des réserves internes de la capsule. La pression atmosphérique est contrôlée par les systèmes de bord. Ils sont déjà, en un sens, dans leur propre petit monde, un microcosme de vie humaine suspendu au sommet d'une bombe de carburant de 2600 tonnes. Les techniciens de la NASA vérifient une dernière fois l'étanchéité de l'écoutille. Une série de tests de pression confirme qu'aucune fuite n'existe. Les systèmes de communication sont vérifiés. Les ordinateurs de bord sont synchronisés avec le contrôle de mission à Houston. Les dernières données météorologiques sont analysées pour confirmer que les conditions sont acceptables pour le lancement. 1 heure avant le décollage, le directeur de lancement effectue un dernier sondage de toutes les stations de contrôle. Un par un, les responsables de chaque système confirment que tout est prêt. Propulsion, prête. Navigation, prête. Communication, prête. Support vital, prêt. Météo, acceptable. Sécurité, confirmée. Ce rituel de confirmation, transmis en direct au monde entier, est le moment où des milliers d'heures de préparation se cristallisent en une seule décision collective. 30 minutes avant le décollage, les propulseurs d'appoint à poudre sont armés. Ces 2 cylindres massifs, attachés de chaque côté du réservoir central, contiennent un mélange de perchlorate d'ammonium et de poudre d'aluminium qui brûlera avec une intensité dévastatrice pendant les 120 premières secondes du vol. Une fois allumés, ces propulseurs ne peuvent pas être éteints. Il n'existe aucun mécanisme d'arrêt. Ils brûleront jusqu'à épuisement complet de leur carburant, quoi qu'il arrive. Cette réalité technique a des implications profondes pour la sécurité de l'équipage. Pendant les 2 premières minutes du vol, si quelque chose tourne mal, les options sont extrêmement limitées. Le système d'éjection d'urgence, appelé Launch Abort System, peut arracher la capsule Orion du reste de la fusée et l'emporter à distance de sécurité. Mais cette manœuvre soumet les astronautes à des forces d'accélération de plus de 15 fois leur poids corporel. C'est survivable, mais traumatisant. Et ce n'est possible que si le système d'éjection fonctionne parfaitement, ce qui n'a jamais été testé dans des conditions réelles d'urgence. 10 minutes avant le décollage, les réservoirs de carburant sont pressurisés pour le vol. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide, stockés à des températures cryogéniques dans le réservoir central orange, sont maintenant sous pression, prêts à être injectés dans les 4 moteurs RS-25 au moment de l'allumage. Ces moteurs, récupérés et reconditionnés du programme de la navette spatiale, sont parmi les plus fiables jamais construits. Mais leur fiabilité est statistique, pas absolue. Sur des centaines de mises à feu, quelques-unes ont échoué. La question n'est jamais de savoir si un moteur peut échouer, mais quand. 6 minutes avant le décollage, les astronautes ferment les visières de leur casque. L'air qu'ils respirent maintenant provient directement de leur combinaison, pas de l'atmosphère de la cabine. C'est une précaution supplémentaire en cas de dépressurisation rapide. Si l'écoutille devait se rompre ou si une fissure apparaissait dans la coque de la capsule, les combinaisons maintiendraient les astronautes en vie le temps d'activer les procédures d'urgence. 4 minutes avant le décollage, le système de terminaison de vol est armé. Ce système, contrôlé depuis le sol, permet aux officiers de sécurité de détruire la fusée en vol si elle dévie de sa trajectoire prévue vers des zones habitées. C'est une réalité brutale de l'exploration spatiale, rarement mentionnée dans les documentaires grand public. Si le SLS perdait le contrôle après le décollage et se dirigeait vers une ville ou une installation critique, des officiers de sécurité ont l'autorité et la responsabilité de faire exploser le véhicule, tuant instantanément les 4 astronautes à bord pour protéger les populations au sol. Les astronautes connaissent cette réalité. Ils l'ont acceptée comme partie intégrante du risque qu'ils assument. 2 minutes avant le décollage, les bras de service se rétractent de la fusée. Ces structures métalliques, qui ont fourni de l'électricité, du carburant et des communications au véhicule pendant qu'il était sur la plateforme, s'écartent lentement, laissant le SLS se dresser seul contre le ciel de Floride. À partir de ce moment, la fusée est autonome. Elle ne dépend plus de rien, ni de personne sur Terre. 1 minute avant le décollage, les ordinateurs de bord prennent pour le contrôle de la séquence finale. Aucun être humain ne peut réagir assez rapidement pour gérer les milliers de processus qui doivent se produire simultanément dans les dernières secondes. Les vannes de carburant s'ouvrent
selon des séquences précises au millième de seconde près. Les systèmes hydrauliques se pressurisent. Les générateurs électriques atteignent leur régime nominal. Les gyroscopes de navigation s'alignent une dernière fois. 30 secondes avant le décollage, les ordinateurs effectuent une dernière vérification automatique de tous les systèmes critiques. Si n'importe quel paramètre se trouve en dehors des tolérances acceptables, le lancement est automatiquement interrompu. À ce stade, des centaines de lancements ont été annulés au dernier moment pour des raisons allant de capteurs défaillants à des conditions météorologiques changeantes. Les astronautes savent que jusqu'à l'allumage effectif des moteurs, rien n'est garanti. 10 secondes avant le décollage, le compte à rebours devient audible dans toute la région environnante. Des haut-parleurs géants diffusent la voix du directeur de lancement comptant les dernières secondes. Dans des maisons et des hôtels, à des kilomètres à la ronde, des spectateurs regardent le ciel vers l'est, attendant l'apparition de la lueur qui annoncera le début du voyage. 6 secondes avant le décollage, les 4 moteurs RS-25 s'allument. Des jets de flammes de plus de 3000 degrés centigrades jaillissent des tuyères, projetant des quantités massives de vapeur d'eau dans l'atmosphère, alors que l'hydrogène et l'oxygène se combinent dans une réaction de combustion contrôlée. Le bruit est assourdissant, mais la fusée ne bouge pas encore. Les moteurs montent progressivement en puissance tandis que les ordinateurs vérifient que chacun d'entre eux fonctionne correctement. À 0, les propulseurs d'appoint à poudre s'allument. L'effet est instantané et dévastateur. 39 millions de newtons de poussée se déchaînent simultanément et le SLS commence à s'élever de la plateforme de lancement. Pendant les premières secondes, le mouvement semble presque paresseux. Cette masse colossale de 2600 tonnes résiste à l'accélération, sa vitesse augmentant millimètre par millimètre alors que les moteurs luttent contre l'inertie et la gravité terrestre. À bord de la capsule Orion, les astronautes sentent les vibrations avant même d'entendre le son. La structure entière du véhicule tremble alors que des forces titanesques se déchaînent sous eux. Les secousses sont si intenses que les instruments du tableau de bord deviennent flous. Parler devient difficile. Respirer normalement devient un effort conscient alors que la pression de l'accélération commence à comprimer leur poitrine. 10 secondes après le décollage, le SLS a atteint une altitude de quelques centaines de mètres et commence sa rotation programmée. Le véhicule pivote sur son axe pour s'aligner avec la trajectoire qui l'emmènera vers l'est, au-dessus de l'océan Atlantique, vers l'orbite terrestre et au-delà. Cette manœuvre, appelée le Roll Programme, est le premier test majeur des systèmes de contrôle en vol. Si les ordinateurs ou les actionneurs hydrauliques échouent maintenant, le véhicule pourrait dévier de sa trajectoire avec des conséquences catastrophiques. 30 secondes après le décollage, le SLS traverse la zone de pression dynamique maximale, le point du vol où les forces aérodynamiques sur la structure sont les plus intenses. Le véhicule voyage maintenant à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure à travers les couches denses de l'atmosphère inférieure. Des ondes de choc se forment autour de la carrosserie. Les températures de surface commencent à augmenter à cause de la friction atmosphérique. Les charges structurelles atteignent leur valeur maximale. C'est le moment le plus stressant pour les ingénieurs au sol. Si une faiblesse structurelle existe dans le véhicule, c'est maintenant qu'elle se manifestera. Si un joint est mal scellé, c'est maintenant qu'il cédera. Si un composant a été mal fabriqué ou mal installé, c'est maintenant que les conséquences deviendront apparentes. 60 secondes après le décollage, le SLS dépasse la vitesse du son. Le véhicule voyage maintenant plus vite que le bruit qu'il génère. Les spectateurs au sol voient la fusée monter en silence pendant quelques secondes avant que le rugissement du décollage ne les rattrape. Une vague de son si puissante qu'elle fait vibrer les poitrines et trembler les fenêtres à des kilomètres de distance. 90 secondes après le décollage, les astronautes subissent des forces d'accélération approchant 3 fois leur poids corporel. Leurs bras pèsent maintenant l'équivalent de plus de 20 kg chacun. Lever une main pour actionner un interrupteur demande un effort conscient. Leur sang est poussé vers l'arrière de leur corps. Et sans leur combinaison de vol spécialisée qui comprime leurs jambes et leur abdomen, ils risqueraient de perdre connaissance. 120 secondes après le décollage,
Les propulseurs d'appoint à poudre épuisent leur carburant et sont largués. Des charges explosives tranchent les connexions entre les boosters et le réservoir central, et les 2 cylindres massifs tombent vers l'océan Atlantique, où ils seront récupérés par des navires spécialisés pour examen post-vol. Le SLS, maintenant allégé de plusieurs centaines de tonnes de masse inerte, continue son ascension propulsé uniquement par ses 4 moteurs RS-25. Cette séparation est un moment critique. Si les charges explosives échouent, si les boosters restent attachés, la mission est compromise. Si un booster ne se sépare que partiellement, il pourrait percuter le véhicule principal avec des résultats catastrophiques. Des décennies d'ingénierie ont été consacrées à rendre ce processus aussi fiable que possible. Mais le risque zéro n'existe pas dans l'exploration spatiale. 3 minutes après le décollage, le SLS a atteint une altitude de plus de 50 km et voyage à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. L'atmosphère est maintenant si ténue qu'elle n'offre presque aucune résistance. Le véhicule accélère plus efficacement, convertissant une plus grande proportion de la poussée des moteurs en vitesse plutôt qu'en lutte contre la traînée atmosphérique. 6 minutes après le décollage, la coiffe protectrice qui recouvre le système d'éjection d'urgence est larguée. Cette structure conique, conçue pour protéger le mécanisme d'éjection pendant la traversée atmosphérique, n'est plus nécessaire dans le vide presque parfait de la haute atmosphère. Sa séparation allège encore le véhicule et expose les hublots de la capsule Orion au noir de l'espace pour la première fois. Pour les astronautes, c'est un moment de transformation visuelle. Pendant les 6 premières minutes, ils n'ont vu que l'intérieur de la coiffe ou les instruments de bord. Maintenant, en regardant par les hublots, ils aperçoivent la courbure de la Terre se dessiner contre les ténèbres de l'espace. L'horizon bleu de l'atmosphère terrestre forme une fine ligne brillante séparant leur monde natal du vide infini. 8 minutes après le décollage, les moteurs principaux s'éteignent. Le réservoir central orange, maintenant vidé de son carburant, est largué et commencera sa chute vers l'océan Indien, où il se désintégrera dans l'atmosphère. La capsule Orion, attachée à son module de service européen, continue sur son élan, maintenant en orbite terrestre basse. Le silence qui suit l'extinction des moteurs est décrit par les astronautes comme l'un des moments les plus surréalistes de toute l'expérience du vol spatial. Pendant 8 minutes, ils ont été secoués, comprimés, soumis à des vibrations et des accélérations brutales. Soudain, tout s'arrête. Le silence est presque total, rompu seulement par le bourdonnement des systèmes électroniques et le souffle des ventilateurs de circulation d'air. Et puis, vient la sensation la plus étrange de toutes, l'apesanteur. Les objets non attachés commencent à flotter. Les bras des astronautes dérivent devant eux sans effort. La pression qui comprimait leur poitrine a disparu, remplacée par une légèreté qui défie toute l'expérience terrestre. Pendant quelques minutes, ils flottent dans leur harnais, s'adaptant à cette nouvelle réalité physique qui sera la leur pendant les 10 prochains jours. Mais il n'y a pas de temps pour s'émerveiller. Les procédures post-insertion orbitale commencent immédiatement. Les astronautes doivent vérifier l'intégrité de tous les systèmes après le stress du lancement. Ils doivent confirmer que l'orbite atteinte correspond aux paramètres prévus. Ils doivent préparer le véhicule pour la prochaine phase critique de la mission, celle qui les enverra au-delà de l'orbite terrestre vers la Lune. Cette première orbite autour de la Terre dure environ 90 minutes. Pendant ce temps, le contrôle de mission à Houston analyse les données télémétriques transmises par le vaisseau, vérifiant chaque système, chaque capteur, chaque paramètre. Les ingénieurs comparent les performances réelles aux prédictions des simulations. Ils cherchent des anomalies, des comportements inattendus, des signes d'alerte précoce de problèmes potentiels. C'est pendant cette première orbite que la décision finale sera prise concernant l'injection translunaire. Si les systèmes fonctionnent nominalement, si aucune anomalie critique n'est détectée, le contrôle de mission donnera le feu vert pour la manœuvre qui enverra Artemis 2 vers la Lune. Si des problèmes sont identifiés, des options de contingence sont disponibles, y compris le retour immédiat sur Terre. Mais dans le scénario nominal, après environ 2 heures en orbite terrestre, les astronautes se prépareront pour l'étape suivante de leur voyage. L'étage supérieur cryogénique provisoire, qui est resté attaché à Orion depuis le lancement, sera rallumé
pour une poussée de plusieurs minutes qui augmentera la vitesse du vaisseau au-delà de la vitesse de libération terrestre. Cette manœuvre, appelée injection translunaire, est le point de non-retour psychologique de la mission. Avant cette poussée, les astronautes sont toujours essentiellement en orbite terrestre, capables de revenir rapidement si nécessaire. Après cette poussée, ils seront en route vers la Lune, engagés dans une trajectoire qui les emmènera plus loin de la Terre qu'aucun être humain n'est jamais allé. Les moteurs s'allumeront et l'accélération reprendra. Pendant plusieurs minutes, les astronautes seront à nouveau plaqués contre leur siège, tandis que le vaisseau gagne la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle terrestre. Quand les moteurs s'éteindront de nouveau, Orion voyagera à plus de 40 000 km à l'heure, en route vers un rendez-vous avec notre satellite naturel. L'étage supérieur sera alors largué et les astronautes seront véritablement seuls dans l'espace profond, dépendant uniquement de la capsule Orion et de son module de service pour leur survie. Devant eux s'étendront plus de 4 jours de voyage à travers le vide. 4 jours pendant lesquels ils s'éloigneront progressivement de tout ce qu'ils ont jamais connu. Et ce n'est que le début de leur odyssée. Le premier jour complet dans l'espace profond commence dans un silence que peu d'êtres humains ont jamais expérimenté. Après le chaos du lancement et la brève période en orbite terrestre, les astronautes d'Artemis II entrent dans une phase de la mission radicalement différente. Le rugissement des moteurs a disparu. Les vibrations ont cessé. La Terre, visible par les hublots, a commencé à rétrécir, passant d'un monde qui remplissait tout le champ de vision à un disque bleu et blanc suspendu dans les ténèbres. Les premières heures après l'injection translunaire sont consacrées à l'adaptation. Les corps humains, forgés par des millions d'années d'évolution sous la gravité terrestre, doivent s'ajuster à un environnement pour lequel ils n'ont jamais été conçus. Le système vestibulaire, ce mécanisme complexe de l'oreille interne qui gère l'équilibre et l'orientation spatiale, envoie des signaux contradictoires au cerveau. Les yeux voient un environnement stable, mais le sens kinesthésique ne détecte aucune direction préférentielle. Il n'y a plus de haut ni de bas. Environ 60% des astronautes souffrent du syndrome d'adaptation spatiale pendant les premières 48 heures en apesanteur. Les symptômes ressemblent à un mal de mer sévère. Nausées, vomissements, désorientation, maux de tête. La NASA a développé des médicaments pour atténuer ces effets, mais ils ne les éliminent pas complètement. Les astronautes d'Artemis II devront accomplir des tâches critiques tout en luttant potentiellement contre leur propre physiologie rebelle. Mais le syndrome d'adaptation n'est que le début des transformations que subissent les corps humains dans l'espace. Dès les premières heures de microgravité, des changements plus subtils commencent. Les fluides corporels, normalement attirés vers les jambes par la gravité, se redistribuent vers le torse et la tête. Les visages des astronautes gonflent légèrement. Leurs jambes s'amincissent. Cette redistribution des fluides augmente la pression intracrânienne et peut affecter la vision à long terme. Un phénomène découvert seulement ces dernières décennies et encore mal compris. Le cœur, habitué à pomper contre la gravité pour envoyer le sang vers le cerveau, commence à se réadapter. Sans la résistance gravitationnelle, le muscle cardiaque travaille moins. Et sur des missions prolongées, il peut commencer à s'atrophier. Les os, privés des contraintes mécaniques normales, commencent à libérer du calcium dans le sang. Les muscles, n'ayant plus de poids à supporter, entament un processus de fonte qui peut réduire leur masse de 1 à 2% par mois. Pour une mission de 10 jours, ces effets resteront relativement mineurs. Les astronautes reviendront sur Terre avant que les dommages ne deviennent significatifs. Mais pour la NASA, Artemis II est aussi une opportunité d'étudier ces processus physiologiques en préparation pour les missions plus longues qui suivront. Des missions où les astronautes passeront des semaines ou des mois sur la surface lunaire, exposés à un 1/6 de la gravité terrestre. Le premier jour complet, après le départ de l'orbite terrestre, les astronautes établissent leur routine quotidienne. Dans l'espace confiné de la capsule Orion, chaque activité doit être planifiée et coordonnée. Il n'y a pas de place pour l'improvisation désordonnée. Chaque objet a une place assignée. Chaque procédure a un protocole établi. Le chaos, dans cet environnement, peut rapidement devenir dangereux. Les repas dans l'espace sont une expérience radicalement différente de ceux sur Terre. La nourriture est principalement
déshydratés ou thermostabilisés, conditionnés dans des sachets spéciaux conçus pour être consommés en apesanteur. Les astronautes utilisent pas des ciseaux pour ouvrir les sachets et des tubes spéciaux pour boire leur boisson. Les miettes, qui sur Terre tomberaient simplement sur la table, flottent librement dans l'air de la cabine, potentiellement dangereuses si elles sont inhalées ou si elles obstruent des équipements sensibles. L'hygiène personnelle présente ses propres défis. Il n'y a pas de douche dans la capsule Orion. Les astronautes utilisent des lingettes humides pour se nettoyer le corps et des solutions sans rinçage pour leurs cheveux. Les toilettes spatiales, officiellement appelées systèmes de gestion des déchets, utilisent un flux d'air pour diriger les déchets vers des conteneurs appropriés en l'absence de gravité. L'utilisation de ces systèmes requiert un entraînement spécifique et reste, selon les témoignages de nombreux astronautes, l'un des aspects les moins agréables de la vie en orbite. Le sommeil en apesanteur est une autre adaptation nécessaire. Les astronautes ne se couchent pas dans un lit conventionnel. Ils s'attachent à des surfaces pour éviter de dériver pendant leur sommeil. Certains décrivent l'expérience comme libératrice, leur corps flottant dans une position parfaitement neutre sans point de pression. D'autres trouvent difficile de s'endormir sans la sensation familière d'un matelas sous eux et de couverture sur eux. Mais au-delà de ces ajustements quotidiens, les astronautes d'Artemis II ont des responsabilités opérationnelles cruciales. Chaque jour, ils doivent effectuer des vérifications systématiques de tous les équipements de la capsule. Les systèmes de support vital, qui maintiennent l'atmosphère respirable et la température habitable, sont surveillés en permanence. Les niveaux d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'humidité, tout est mesuré et comparé aux valeurs nominales. Les communications avec le contrôle de mission suivent un calendrier précis. Des fenêtres de communication régulières permettent aux astronautes de transmettre leur rapport de situation et de recevoir des instructions mises à jour. À mesure que le vaisseau s'éloigne de la Terre, le délai de communication augmente progressivement, passant de quelques secondes à plus d'1,5 seconde dans chaque direction au point le plus éloigné de la trajectoire. Ce délai croissant transforme la nature des échanges entre l'équipage et le sol. Les conversations spontanées deviennent impossibles. Chaque question requiert plusieurs secondes d'attente avant qu'une réponse n'arrive. Les astronautes doivent apprendre à communiquer de manière plus autonome, transmettant des informations complètes plutôt que des fragments qui nécessiteraient des clarifications. Le deuxième jour, après le départ de l'orbite terrestre, la Terre a rétréci jusqu'à tenir dans le cadre d'un seul hublot. Ce changement de perspective est décrit par les astronautes comme l'une des expériences les plus transformatrices du vol spatial. Voir la planète entière, tous les continents, tous les océans, toute l'humanité, réduite à un disque lumineux de la taille d'un poing tendu à bout de bras, provoque une prise de conscience viscérale de la fragilité et de l'isolement de notre monde dans le cosmos. Les astronautes d'Apollo ont donné un nom à cette expérience, l'effet de vue d'ensemble. Nombreux sont ceux qui ont rapporté que voir la Terre depuis l'espace a fondamentalement changé leur perception de l'humanité et de notre place dans l'univers. Les frontières politiques disparaissent. Les conflits nationaux semblent absurdes. La fine couche d'atmosphère qui protège toute vie terrestre apparaît d'une fragilité terrifiante. Pendant le deuxième jour, les astronautes d'Artemis II commencent également à traverser une région de l'espace que les missions Apollo ne faisaient en tant que traverser rapidement, mais qu'Artemis II explorera plus en détail, les ceintures de radiation de Van Allen. Ces ceintures sont des zones de l'espace proches de la Terre où des particules chargées, principalement des protons et des électrons, sont piégées par le champ magnétique terrestre. Elles forment deux anneaux toriques autour de notre planète, le premier centré à environ 3000 km d'altitude, le second à environ 20 000 km. Les particules qui s'y trouvent sont extrêmement énergétiques, capables de pénétrer dans les vaisseaux spatiaux et d'endommager les tissus biologiques. La ceinture intérieure, composée principalement de protons de haute énergie, est la plus dangereuse pour les êtres humains. Ces protons peuvent traverser plusieurs centimètres de blindage métallique et déposer leur énergie dans les cellules vivantes, brisant des brins d'ADN et provoquant des dommages cellulaires. Une exposition prolongée à ce rayonnement augmente significativement le risque de cancer et peut causer des symptômes aigus si la dose est suffisamment élevée. La ceinture extérieure,
composés principalement d'électrons, présentent des risques différents. Ces électrons sont généralement arrêtés par quelques millimètres de blindage, mais ils peuvent générer des rayons X secondaires lorsqu'ils percutent les matériaux du vaisseau. Ces rayons X peuvent ensuite pénétrer plus profondément et affecter l'équipage. Les missions Apollo traversèrent ces ceintures relativement rapidement, limitant l'exposition totale de l'équipage. La trajectoire d'Artemis II, différente de celle des missions précédentes, a été soigneusement calculée pour minimiser le temps passé dans les régions les plus intenses des ceintures, tout en maximisant les objectifs scientifiques de la mission. Malgré ces précautions, les astronautes d'Artemis II recevront une dose de radiation significativement plus élevée que ce qu'ils recevraient en restant sur Terre pendant la même période. Les estimations prévoient une exposition totale d'environ 6 à 12 millisieverts pendant la mission, équivalente à plusieurs radiographies thoraciques ou à la dose annuelle d'un travailleur du secteur nucléaire. Pour surveiller cette exposition, chaque astronaute porte des dosimètres personnels qui enregistrent la radiation reçue en temps réel. La capsule Orion est également équipée de capteurs de radiation qui cartographient l'environnement radioactif autour du vaisseau. En cas d'événement solaire, une éruption majeure qui enverrait un flux de particules énergétiques vers le vaisseau, les astronautes ont des procédures pour se positionner dans les parties les mieux protégées de la capsule. Le 3e jour marque le passage au-delà de toute limite jamais atteinte par un être humain avant Artemis I. La distance entre le vaisseau et la Terre dépasse maintenant celle que les astronautes d'Apollo ont jamais parcourue. Orion entre dans un territoire véritablement inexploré de l'expérience humaine. À cette distance, la Terre n'est plus qu'un point brillant parmi les étoiles, à peine distinguable par sa couleur bleutée et son éclat légèrement supérieur aux astres environnants. La Lune, destination du voyage, grossit progressivement dans les hublots avant, passant d'un disque lointain à un monde aux détails de plus en plus visibles. Les cratères, les mers de lave solidifiées, les chaînes de montagnes lunaires commencent à se révéler à l'œil nu. Les astronautes effectuent des corrections de trajectoire mineures pendant cette phase du voyage. Le module de service européen, attaché à la base de la capsule Orion, est équipé de moteurs qui permettent des ajustements précis de la trajectoire. Ces corrections compensent les légères erreurs dans l'injection translunaire initiale et affinent le chemin vers la Lune. Les communications avec la Terre deviennent de plus en plus difficiles. Le délai de plus de 2 secondes dans chaque direction, aller et retour, rend les conversations naturelles impossibles. Les échanges prennent un caractère plus formel, presque rituel. Les astronautes transmettent des rapports complets, attendent la réponse, transmettent de nouveau. Cette danse lente de questions et réponses remplace le dialogue fluide possible en orbite terrestre basse. Le 4e jour, Artemis II approche de la Lune. Ce qui n'était qu'un disque lointain remplit maintenant une grande partie du champ de vision depuis les hublots. La surface lunaire, grise et cratérisée, révèle des détails d'une netteté saisissante. Sans atmosphère pour diffuser la lumière, les ombres sont d'un noir absolu, créant un contraste violent entre les zones éclairées et les zones sombres. C'est pendant le 4e jour que la manœuvre la plus critique de la phase d'approche est exécutée. Le survol propulsé, une poussée des moteurs qui ajuste la trajectoire du vaisseau pour passer derrière la Lune et revenir vers la Terre, doit être exécuté avec une précision millimétrique. Une erreur dans cette manœuvre pourrait envoyer le vaisseau sur une trajectoire qui manquerait la Terre au retour, condamnant l'équipage à une mort certaine dans le vide de l'espace. Cette manœuvre se produit alors que le vaisseau passe derrière la Lune, hors de vue directe de la Terre. Pendant ces minutes critiques, aucune communication avec le contrôle de mission n'est possible. Les astronautes sont véritablement seuls, dépendant entièrement de leur système de bord et de leur entraînement pour exécuter correctement les procédures. Le passage derrière la Lune est décrit par les astronautes d'Apollo comme l'un des moments les plus profondément isolants de toute l'expérience humaine. Pour la première fois depuis le début de la mission, la Terre disparaît complètement de la vue. Ni la planète bleue familière, ni les signaux radio qui connectent les astronautes à leur monde natal. Seulement le silence du vide et la surface grise de la Lune défilant sous eux. C'est dans ce silence absolu que les moteurs s'allument pour le survol propulsé. La poussée dure plusieurs minutes,
ajustant la vitesse et la direction du vaisseau pour le placer sur la trajectoire de retour correcte. Les astronautes surveillent les instruments, vérifiant que chaque paramètre reste dans les tolérances prévues. Une alarme maintenant signifierait un problème potentiellement fatal, sans possibilité d'assistance immédiate depuis la Terre. Puis les moteurs s'éteignent, et le vaisseau émerge de derrière la Lune sur sa nouvelle trajectoire. La Terre réapparaît dans les hublots, minuscule mais brillante, un point de lumière bleue représentant tout ce que les astronautes ont laissé derrière eux. Les signaux radio reprennent, et le contrôle de mission confirme que la manœuvre a été exécutée avec succès. Mais avant que le voyage de retour ne commence véritablement, Artemis II a une mission supplémentaire à accomplir. Le vaisseau effectuera un survol rapproché de la Lune, passant à une altitude d'environ 130 km de la surface, plus proche que ce que certaines missions Apollo ont jamais atteint. Cette approche permettra aux astronautes d'observer directement des sites d'intérêt scientifique et de tester les systèmes de navigation en conditions réelles près de la surface lunaire. Pendant ces heures de survol, les 4 membres d'équipage seront parmi les êtres humains les plus proches de la Lune depuis décembre 1972. Ils photographieront des régions jamais observées de si près par des yeux humains. Ils collecteront des données qui aideront à planifier les alunissages des missions Artemis suivantes. Ils deviendront les témoins directs d'un monde que l'humanité n'a plus visité depuis plus d'un demi-siècle. Et puis, la gravité lunaire fera son œuvre, courbant la trajectoire du vaisseau et l'envoyant sur le chemin du retour vers la Terre. Les astronautes verront la Lune reculer derrière eux, diminuant progressivement jusqu'à redevenir un simple disque dans le ciel noir. Devant eux s'étendra le long voyage de retour. 4 jours supplémentaires à travers le vide de l'espace. 4 jours pendant lesquels ils devront rester vigilants, attentifs, prêts à répondre à n'importe quelle anomalie. Car dans l'espace, la vigilance n'est pas une option, c'est une nécessité de survie. Le voyage de retour vers la Terre présente des défis que le public ne soupçonne généralement pas. La perception commune imagine le retour comme une simple inversion du trajet aller, une descente tranquille vers la maison après l'excitation du survol lunaire. Cette perception est dangereusement inexacte. Le retour est, à bien des égards, la phase la plus critique de toute la mission, celle où les marges d'erreur sont les plus minces et où les conséquences d'une défaillance sont les plus définitives. Dès le 5e jour de la mission, alors que la Lune s'éloigne dans le rétroviseur cosmique du vaisseau, les astronautes d'Artemis II entrent dans ce que les ingénieurs appellent la phase balistique du retour. Le vaisseau voyage maintenant sur une trajectoire déterminée principalement par la gravité, sans capacité significative de modifier son chemin. Les moteurs du module de service peuvent effectuer des corrections mineures, mais l'énergie disponible est limitée. Chaque kilogramme de carburant dépensé réduit les options pour les manœuvres ultérieures. C'est pendant cette phase que les implications de la trajectoire choisie pour Artemis II deviennent pleinement apparentes. Contrairement aux missions Apollo, qui suivaient des trajectoires de retour libre classiques permettant un retour automatique vers la Terre en cas de défaillance totale des systèmes de propulsion, Artemis II suit une trajectoire hybride qui nécessite des corrections actives pour un retour réussi. Cette décision de conception reflète un compromis technique. La trajectoire hybride permet d'atteindre des objectifs scientifiques impossibles avec une trajectoire de retour libre pure. Elle permet le survol rapproché de la Lune, l'observation de régions spécifiques, la collecte de données essentielles pour les missions futures. Mais elle sacrifie une partie de la marge de sécurité que les trajectoires de retour libre offraient. Si les moteurs du module de service tombaient en panne complètement pendant le retour, le vaisseau n'atteindrait pas automatiquement la Terre sur une trajectoire survivable. Les ingénieurs de la NASA ont calculé des trajectoires de contingence qui utiliseraient les petits moteurs de contrôle d'attitude pour effectuer des corrections minimales. Mais ces options sont loin d'être idéales. Elles représentent des mesures désespérées plutôt que des procédures de routine. Le 6e jour de la mission met à l'épreuve un système critique qui n'a jamais été vérifié avec des vies humaines en jeu. Le bouclier thermique de la capsule Orion. Ce bouclier, composé d'un matériau appelé Avcoat, est conçu pour protéger l'équipage pendant la rentrée atmosphérique, lorsque le vaisseau plongera dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de plus de 11 km par seconde.
générant des températures de surface dépassant 2700 degrés centigrades. Pendant Artemis 1, la mission non habitée, le bouclier thermique a été testé dans des conditions réelles de rentrée. Les résultats ont été globalement positifs, mais des observations post-vol ont révélé des phénomènes inattendus. Le matériau ablatif, conçu pour se consumer progressivement en emportant la chaleur avec lui, s'est comporté différemment des prédictions dans certaines régions du bouclier. Des fragments se sont détachés de manière asymétrique, créant des motifs d'érosion que les ingénieurs n'avaient pas entièrement anticipés. Ces observations ont conduit à des analyses intensives et à des modifications des procédures de rentrée. La NASA affirme que le bouclier est sûr et prêt pour une mission habitée. Mais la réalité est que certains aspects de son comportement restent imparfaitement compris. Les modèles informatiques ne peuvent pas capturer parfaitement la physique complexe de l'ablation thermique à ces températures et ces vitesses extrêmes. Les astronautes d'Artemis 2 seront les premiers à mettre leur vie entre les mains de ce bouclier. Ils entrent dans la mission sachant que si le bouclier échoue, s'il ne résiste pas aux forces titanesques de la rentrée, il n'existe aucune procédure de secours. La capsule brûlerait dans l'atmosphère en quelques secondes, vaporisant tout ce qu'elle contient avant même que l'équipage ne comprenne ce qui se passe. Le 7e jour apporte une nouvelle catégorie de risques que les missions Apollo n'ont jamais affronté de la même manière. Le Soleil, cette étoile qui donne la vie à notre planète, peut également devenir un instrument de destruction instantanée pour un vaisseau dans l'espace profond. Les éruptions solaires sont des explosions d'énergie à la surface du Soleil qui libèrent des quantités phénoménales de particules chargées dans l'espace. Ces particules, voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière, peuvent atteindre l'orbite terrestre en quelques minutes ou quelques heures. Sur Terre, nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre et par l'atmosphère, qui dévient ou absorbe la plupart de ces particules. Dans l'espace profond, entre la Terre et la Lune, cette protection n'existe plus. Une éruption solaire majeure pendant la mission pourrait exposer les astronautes d'Artemis 2 à des doses de radiation potentiellement mortelles en quelques heures. Les symptômes du syndrome aigu d'irradiation commenceraient à apparaître. Nausées, vomissements, destruction des cellules de la moelle osseuse, défaillance des systèmes immunitaires et gastro-intestinales. Même avec une évacuation immédiate vers la Terre, les dommages pourraient être irréversibles. La NASA surveille en permanence l'activité solaire pendant toute la durée de la mission. Des satellites d'observation solaire transmettent des données en temps réel sur l'état de notre étoile. Des équipes de météorologues spatiaux analysent ces données continuellement, cherchant les signes précurseurs d'événements qui pourraient menacer l'équipage. Si une éruption majeure est détectée pendant qu'Artemis 2 est dans l'espace profond, les options sont limitées. Les astronautes peuvent se positionner dans les parties les mieux blindées de la capsule, utilisant les réserves d'eau et les équipements comme boucliers improvisés contre les radiations. Mais cette protection est marginale contre les événements les plus intenses. La réalité brutale est qu'une éruption de classe 10 suffisamment puissante pourrait condamner l'équipage, quelle que soit leur position dans le vaisseau. La mission Artemis 2 est prévue pendant une période de maximum solaire, lorsque l'activité du Soleil est à son plus haut niveau dans son cycle de 11 ans. Ce timing n'est pas idéal du point de vue de la radiation, mais il correspond au calendrier de développement du programme et aux fenêtres de lancement disponibles. La NASA a calculé que le risque statistique reste acceptable, mais acceptable ne signifie pas nul. Le 8e jour du voyage voit les astronautes entrer dans la phase finale de préparation pour la rentrée atmosphérique. Les procédures deviennent plus intenses, plus détaillées, plus critiques. Chaque système est vérifié et revérifié. Les positions de rentrée sont confirmées. Les paramètres de trajectoire sont affinés une dernière fois. Le module de service européen, qui a fourni propulsion, électricité et support thermique pendant tout le voyage, sera largué quelques heures avant la rentrée. Ce largage est une opération irréversible. Une fois le module de service séparé, la capsule Orion perd sa capacité de propulsion principale et devient un projectile balistique incapable de modifier significativement sa trajectoire. Le timing et l'orientation de cette séparation doivent être parfaits. Les astronautes enfilent leur combinaison de survie pour la phase finale du vol.
Ces mêmes combinaisons oranges qu'ils portaient pendant le lancement deviennent maintenant leur dernière ligne de défense en cas de problème pendant la rentrée. Si la capsule perdait sa pression interne, les combinaisons maintiendraient les astronautes en vie le temps de traverser l'atmosphère et d'amérir. Les sangles de leur siège sont vérifiées et resserrées. Pendant la rentrée, les forces de décélération atteindront plusieurs fois le poids normal du corps. Un harnais mal ajusté pourrait permettre aux astronautes de heurter des surfaces internes ou de subir des blessures par les sangles elles-mêmes. Chaque détail compte. La dernière communication complète avec le contrôle de mission a lieu quelques minutes avant la rentrée. Les astronautes confirment leur statut, leur préparation, leur disposition. Le directeur de vol à Houston leur souhaite bonne chance et les informe que la prochaine communication aura lieu après l'amérissage, si tout se passe bien. Le si est implicite mais présent dans chaque mot. Puis, le vaisseau entre dans l'atmosphère terrestre. Les premières traces de résistance atmosphérique se manifestent à une altitude d'environ 120 km. À cette hauteur, l'air est encore 1 milliard de fois moins dense qu'au niveau de la mer. Mais à 11 km par seconde, même ces molécules éparses génèrent un frottement significatif. La température de surface du bouclier thermique commence à augmenter. En quelques minutes, les conditions deviennent apocalyptiques. Le bouclier thermique atteint des températures où tous les métaux ordinaires seraient liquéfiés instantanément. L'air autour de la capsule devient un plasma, un gaz si chaud que les atomes eux-mêmes sont décomposés en leurs particules constituantes. Une gaine de plasma enveloppe le vaisseau, bloquant toutes les communications radio. Pendant ces minutes de blackout radio, les astronautes sont complètement isolés. Le contrôle de mission ne reçoit aucun signal du vaisseau. Les astronautes ne peuvent transmettre aucun message vers la Terre. Si quelque chose tourne mal pendant cette phase, personne ne le saura jusqu'à ce que le plasma se dissipe ou que le vaisseau manque son point d'amérissage prévu. Les forces de décélération augmentent rapidement. Ce qui était la liberté de l'apesanteur devient soudain une compression brutale. Les astronautes pèsent maintenant 4 fois leur poids, normal, puis 6 fois, puis 8 fois. Leurs organes internes sont écrasés contre l'arrière de leur corps. Respirer devient un effort conscient. Les bras sont trop lourds pour être levés. Le pic de décélération atteint environ 10 fois la gravité normale. À ce niveau, même les astronautes les plus entraînés sont à la limite de la conscience. Le sang est chassé vers les extrémités du corps. La vision se rétrécit, devient tunnel. Chaque battement de cœur est un effort pour maintenir le flux sanguin vers le cerveau. Cette épreuve dure plusieurs minutes. Des minutes qui semblent des heures aux astronautes dont chaque cellule lutte contre les forces qui les compriment. Des minutes pendant lesquelles ils ne peuvent rien faire d'autre que subir. Faire confiance à leur entraînement, à leur équipement, à la physique implacable qui les ramène vers leur monde natal. Puis, progressivement, la pression diminue. La capsule a ralenti suffisamment pour que l'atmosphère ne génère plus les forces extrêmes des premières phases. La gaine de plasma se dissipe. Les communications radio sont rétablies. La voix du contrôle de mission revient dans les casques des astronautes, confirmant que leurs signaux ont été reçus, que leur position est suivie, que les équipes de récupération sont en route. À une altitude d'environ 7 km, les parachutes de freinage se déploient. Ces petits parachutes stabilisent la capsule et la ralentissent suffisamment pour permettre le déploiement des parachutes principaux. Le déploiement est accompagné de secousses violentes alors que les voilures s'ouvrent et prennent le vent. Les 3 parachutes principaux, chacun d'un diamètre de plus de 30 mètres, s'ouvrent en séquence. La décélération est brutale, mais brève. La capsule, qui tombait à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, ralentit soudain à une vitesse de descente d'environ 30 km à l'heure. Les astronautes sont secoués dans leur harnais, mais le pire est passé. La descente finale dure plusieurs minutes. Les astronautes peuvent voir par les hublots les vagues de l'océan Pacifique se rapprocher. Après 10 jours dans le vide noir de l'espace, la vue de l'eau bleue et du ciel terrestre est d'une beauté presque insupportable. L'impact avec l'océan est violent malgré les parachutes. La capsule heurte la surface de l'eau à une vitesse significative et les astronautes sont projetés contre leur harnais. Puis, le vaisseau rebondit, se stabilise et flotte sur les vagues. Les systèmes de flottaison se déploient automatiquement pour maintenir la capsule dans la bonne orientation. Les équipes de récupération,
des nageurs de la marine américaine, entraînés spécifiquement pour ces opérations, se dirigent vers la capsule en hélicoptère. En quelques dizaines de minutes, ils atteignent le vaisseau, sécurisent les dispositifs de flottaison et ouvrent l'écoutille. Pour la première fois en 10 jours, de l'air terrestre entre dans la capsule. Pour la première fois en 10 jours, les astronautes voient des visages humains autres que ceux de leurs 3 compagnons d'équipage. Pour la première fois en 10 jours, ils touchent quelque chose qui ne fait pas partie de leur habitat de survie. L'extraction des astronautes est un processus délicat. Après 10 jours en apesanteur, leurs systèmes cardiovasculaires se sont adaptés à l'absence de gravité. Le retour soudain à la pesanteur terrestre peut provoquer des évanouissements, des vertiges, des nausées. Les médecins de la NASA recommandent que les astronautes restent assis ou allongés pendant les premières heures après l'amérissage, le temps que leur corps se réadapte. Un par un, les 4 membres d'équipage sont extraits de la capsule et transférés sur le navire de récupération. Ils sont immédiatement examinés par des équipes médicales qui évaluent leurs conditions physiques. Des tests de base sont effectués. Tension artérielle, fréquence cardiaque, coordination, cognition. Tout signe d'anomalie déclenche des procédures d'investigation plus poussées. Dans les heures qui suivent, les astronautes seront transportés vers des installations médicales terrestres pour des examens plus complets. Pendant les jours et les semaines à venir, ils participeront à des débriefings détaillés, partageant chaque observation, chaque sensation, chaque anomalie notée pendant le vol. Ces informations alimenteront les améliorations pour les missions futures. Mais pour l'instant, dans ces premiers moments après l'amérissage, ils sont simplement 4 êtres humains qui ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont voyagé plus loin de la Terre qu'aucun être humain avant eux. Ils ont vu notre planète comme un point de lumière dans les ténèbres infinies. Ils ont survécu à l'environnement le plus hostile que notre espèce ait jamais affronté. Et ils sont revenus pour raconter l'histoire. Le retour des astronautes d'Artemis 2 sur Terre ne marque pas la fin de l'histoire. Il marque plutôt le début d'une série de questions qui résonnent bien au-delà des aspects techniques de la mission. Ces questions touchent à l'essence même de ce que signifie être humain, de notre place dans l'univers et de notre destin en tant qu'espèce capable de quitter son monde natal. La première question est aussi simple que troublante. Pourquoi le faisons-nous vraiment ? Les justifications officielles du programme Artemis sont nombreuses et bien articulées. La NASA parle d'avancement scientifique, de découverte de ressources lunaires, de préparation pour les missions vers Mars, de développement technologique, de prestige national, de coopération internationale. Ces raisons sont valides et importantes, mais elles n'expliquent pas entièrement la fascination profonde que l'exploration spatiale exerce sur l'humanité. Il y a quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, dans notre désir de quitter la Terre. Les premiers humains qui ont quitté l'Afrique pour explorer le reste du monde ne l'ont pas fait en calculant le retour sur investissement de leur migration. Les marins polynésiens qui ont colonisé le Pacifique n'ont pas rédigé de business plan avant de mettre leurs pirogues à l'eau. Il existe dans notre espèce une pulsion exploratoire qui précède toute rationalisation économique. Cette pulsion est peut-être notre caractéristique la plus distinctive en tant qu'espèce. D'autres animaux migrent, mais ils suivent des routes établies vers des destinations connues. D'autres primates utilisent des outils, mais ils ne les emploient pas pour construire des machines capables de les emmener au-delà de leur habitat naturel. Seuls les humains regardent l'horizon et demandent « Qu'y a-t-il au-delà ?» L'exploration spatiale est l'expression ultime de cette pulsion. Quitter la Terre n'est pas simplement un acte technique, c'est un acte philosophique. C'est une déclaration que notre espèce refuse d'accepter les limites imposées par la géographie, par la biologie, par les circonstances de notre naissance sur une planète particulière, autour d'une étoile particulière dans une galaxie particulière. Mais cette déclaration de défi s'accompagne d'une prise de conscience terrifiante. Plus nous voyageons loin de la Terre, plus nous comprenons à quel point notre existence est précaire. Les astronautes d'Artemis 2, en regardant leur planète natale réduite à un point de lumière, ont expérimenté directement une vérité que les philosophes n'ont longtemps comprise qu'abstraitement. Nous sommes seuls sur un rocher fragile, dérivant dans un vide infini. Cette prise de conscience a transformé de nombreux astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace. Plusieurs
ont rapporté des changements profonds dans leur perspective sur la vie, sur l'humanité, sur ce qui compte vraiment. Certains sont devenus écologistes, consacrant leur vie à protéger la fine biosphère qu'ils ont vue si clairement depuis l'orbite. D'autres sont devenus philosophes ou mystiques, cherchant à comprendre le sens d'une existence si manifestement minuscule à l'échelle cosmique. Les astronautes d'Artémis II rejoindront ce groupe restreint d'êtres humains dont la perception du monde a été fondamentalement altérée par la vue de la Terre depuis l'extérieur. Leur témoignage, une fois qu'ils l'auront partagé avec le monde, ajoutera de nouvelles voix au cœur de ceux qui ont vu notre planète telle qu'elle est vraiment. Une oasis de vie dans un désert cosmique d'une hostilité absolue. Mais au-delà de l'expérience personnelle des astronautes, Artémis II pose des questions plus larges sur l'avenir de notre espèce. Si nous pouvons aller à la Lune, pourquoi pas Mars ? Si nous pouvons atteindre Mars, pourquoi pas les lunes de Jupiter ? Si nous maîtrisons le voyage interplanétaire, pourquoi pas le voyage interstellaire ? Ces questions peuvent rassembler relevés de la science-fiction, mais elles sont fondées sur des réalités physiques et technologiques concrètes. La Lune n'est qu'à 3 jours de voyage avec nos technologies actuelles. Mars est accessible en quelques mois. Les limites qui nous confinent actuellement au système Terre-Lune ne sont pas fondamentales. Elles sont techniques, économiques, politiques. Ce sont des limites que notre espèce a historiquement surmontées lorsqu'elle s'est engagée à le faire. La question n'est pas de savoir si l'humanité peut devenir une espèce multiplanétaire. La physique suggère que c'est possible. La question était de savoir si nous le voulons suffisamment pour faire les sacrifices nécessaires, pour investir les ressources requises, pour accepter les risques inévitables. Artémis II est, en ce sens, un test de notre volonté collective. C'est une démonstration que l'exploration de l'espace profond n'est pas un rêve abandonné après la fin du programme Apollo. C'est une affirmation que notre espèce continue à regarder vers les étoiles, même quand les problèmes terrestres semblent accaparants, même quand les ressources sont limitées, même quand le retour sur investissement immédiat est difficile à quantifier. Mais cette volonté d'explorer s'accompagne de questions éthiques que nous commençons à peine à considérer. Si nous colonisons d'autres mondes, qui aura le droit d'y aller ? Qui sera propriétaire des ressources extraites des astéroïdes ou de la surface lunaire ? Comment gouvernerons-nous des établissements humains si éloignés de la Terre que les communications prennent des minutes ou des heures ? Les traités spatiaux actuels, rédigés pendant la guerre froide, interdisent l'appropriation nationale des corps célestes. Mais ces traités n'ont pas anticipé l'émergence d'acteurs privés capables de mener des missions spatiales indépendantes. Ils n'ont pas prévu que des entreprises pourraient revendiquer des droits d'exploitation sur des ressources lunaires ou astéroïdales. Le cadre juridique de l'espace est obsolète et personne ne sait exactement ce qui le remplacera. Ces questions peuvent te sembler prématurées. Après tout, Artémis II ne fait que survoler la Lune et les établissements permanents extraterrestres restent loin dans le futur. Mais l'histoire nous enseigne que les décisions prises au premier stade d'une technologie transformatrice ont des conséquences qui résonnent pendant des siècles. Les choix que nous faisons maintenant concernant la gouvernance de l'espace détermineront la forme que prendra la civilisation humaine quand elle s'étendra au-delà de la Terre. Il y a également la question de ce que nous trouverons quand nous explorerons plus avant. Le système solaire, à notre connaissance actuelle, ne contient pas de vie intelligente autre que nous-mêmes. Mais il pourrait contenir de la vie sous d'autres formes. Les océans souterrains d'Europe, une lune de Jupiter, pourraient abriter des micro-organismes. Les geysers d'Encelade, une lune de Saturne, projettent de l'eau dans l'espace qui pourrait contenir des traces de vie. Mars elle-même pourrait encore héberger des formes de vie microscopiques dans son sous-sol. Si nous découvrons que la vie existe ailleurs dans notre système solaire, les implications philosophiques et scientifiques seraient immenses. Cela suggérerait que la vie n'est pas un accident cosmique improbable, mais une conséquence presque inévitable de la chimie dans les bonnes conditions. Cela transformerait notre compréhension de notre place dans l'univers. Mais la découverte de vie extraterrestre poserait aussi des questions éthiques troublantes. Avons-nous le droit d'explorer des mondes qui pourraient abriter leur propre biosphère ? Si nous trouvons des micro-organismes sur Mars, devons-nous abandonner nos plans de colonisation pour protéger cette vie alien ?
Ou considérons-nous que la vie humaine a priorité sur la vie microbienne, même si cette vie représente une branche indépendante de l'arbre de la vie dans l'univers? Ces questions n'ont pas de réponse évidente. Elles révèlent les limites de nos systèmes éthiques, développés pour gouverner les interactions entre humains sur une seule planète. L'expansion dans l'espace nous forcera à développer de nouvelles formes d'éthique, capables de traiter des situations que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Puis, il y a la question la plus vertigineuse de toutes, celle que l'exploration spatiale nous force à confronter directement. Sommes-nous seuls dans l'univers? Le paradoxe de Fermi, formulé par le physicien Enrico Fermi en 1950, pose cette question de manière particulièrement aiguë. L'univers observable contient des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes, et certaines de ces planètes sont situées dans des zones habitables, où l'eau liquide pourrait exister. Si la vie est un phénomène relativement commun, et si l'intelligence peut émerger de la vie, alors l'univers devrait grouiller de civilisations. Où sont-elles? Les réponses possibles à ce paradoxe sont toutes troublantes à leur manière. Peut-être la vie est-elle beaucoup plus rare que nous ne l'imaginons. Peut-être l'intelligence est-elle une impasse évolutive qui ne dure jamais assez longtemps pour coloniser la galaxie. Peut-être les civilisations avancées existent-elles, mais nous ne savons pas les reconnaître. Peut-être sommes-nous les premiers, les pionniers d'une galaxie qui attend d'être peuplée. Chacune de ces possibilités a des implications profondes pour notre avenir en tant qu'espèce. Si nous sommes effectivement seuls, ou si nous sommes les premiers, alors la responsabilité qui repose sur nos épaules est immense. Nous serions les gardiens de la seule intelligence connue dans l'univers observable. Notre survie ou notre extinction déterminerait si la conscience existe ou non dans notre coin du cosmos. Cette responsabilité est à la fois écrasante et inspirante. Elle suggère que ce que nous faisons ici, sur cette petite planète, pourrait avoir une importance cosmique. Nos choix concernant la guerre et la paix, la protection de l'environnement, le développement technologique, l'exploration spatiale, ces choix ne concernent pas seulement l'humanité. Ils concernent le destin de la conscience dans l'univers. Artemis II, dans cette perspective, n'est pas simplement une mission d'essai pour de futures explorations lunaires. C'est un pas de plus dans le long voyage de la conscience hors de son berceau terrestre. C'est une affirmation que l'intelligence née sur cette planète refuse de rester confinée à sa surface. C'est une déclaration que nous sommes une espèce qui explore, qui découvre, qui repousse constamment les frontières de ce qui est connu et possible. Les 4 astronautes qui effectuent ce voyage ne représentent pas seulement leur pays d'origine ou les agences spatiales qui les ont envoyés. Ils représentent l'humanité tout entière dans sa quête pour comprendre l'univers et y trouver sa place. Leurs yeux, qui observent la Terre depuis l'espace profond, sont, symboliquement, les yeux de notre espèce entière regardant vers l'intérieur et vers l'extérieur, simultanément. Et quand ils reviendront, quand ils partageront leurs observations et leurs réflexions avec le monde, ils ajouteront leur voix au dialogue millénaire que l'humanité entretient avec les étoiles. Un dialogue qui a commencé quand les premiers humains ont levé les yeux vers le ciel nocturne et se sont demandé ce qu'étaient ces points lumineux. Un dialogue qui continue aujourd'hui avec des télescopes orbitaux et des sondes interplanétaires. Un dialogue qui se poursuivra aussi longtemps que notre espèce existera. Car c'est peut-être cela, finalement, qui définit l'humanité. Nous sommes les créatures qui posent des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Nous sommes les êtres qui regardent l'inconnu et décident de l'explorer. Nous sommes l'espèce qui a regardé la Lune pendant des millénaires, se demandant ce que c'était, et qui a finalement trouvé le moyen d'y aller. Artemis II est la continuation de cette histoire. Une histoire qui n'a pas de fin prévisible, mais qui continue de s'écrire avec chaque mission, chaque découverte, chaque pas supplémentaire vers les étoiles. Au moment où les astronautes d'Artemis II toucheront à nouveau la surface de notre planète, après ces 10 jours passés dans le vide entre les mondes, quelque chose de fondamental aura changé. Non seulement pour eux, mais pour notre espèce tout entière. Car chaque mission vers l'espace profond n'est pas simplement un exploit technique, c'est une transformation de notre conscience collective, un élargissement permanent de ce que nous savons possible.
les récits de voyage ont toujours eu ce pouvoir. Quand Marco Polo est revenu de Chine avec ses histoires de merveilles orientales, l'Europe n'a plus jamais été tout à fait la même. Quand les premiers navigateurs ont prouvé que la Terre était ronde et qu'on pouvait en faire le tour, notre perception de notre monde s'est transformée irrévocablement. Quand les astronautes d'Apollo ont rapporté les premières photographies de la Terre vues depuis la Lune, un nouveau chapitre de notre conscience planétaire s'est ouvert. Artemis II s'inscrit dans cette tradition de voyage transformateur. Mais il y ajoute quelque chose de nouveau. C'est le premier voyage humain vers l'espace profond du XXIe siècle. Le premier depuis que notre civilisation a acquis la capacité de partager des expériences instantanément à travers le monde entier. Les images et les récits d'Artemis II ne mettront pas des mois ou des années à circuler. Ils seront accessibles en temps presque réel à des milliards de personnes sur tous les continents. Cette simultanéité de l'expérience est sans précédent dans l'histoire de l'exploration. Quand Christophe Colomb a atteint les Amériques, des années se sont écoulées avant que la nouvelle ne se répande dans toute l'Europe. Quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, l'événement a été diffusé en direct, mais les moyens de communication de l'époque limitaient l'audience. Aujourd'hui, avec les smartphones et les réseaux sociaux, l'humanité presque entière pourrait théoriquement regarder un seul événement au même moment. Cette connectivité transforme la nature même de l'exploration spatiale. Ce n'est plus une activité réservée à quelques nations puissantes et à leurs champions sélectionnés. C'est une entreprise dans laquelle, symboliquement au moins, toute l'humanité participe. Les astronautes d'Artemis II ne voyagent pas seulement pour leur pays ou leur agence. Ils voyagent au nom de chaque être humain qui lève les yeux vers le ciel et se demande ce qu'il y a là-haut. Cette universalisation de l'exploration spatiale soulève des questions que nous n'avons pas encore pleinement confrontées. Si l'espace appartient à toute l'humanité, comme l'affirment les traités internationaux, alors les bénéfices de son exploration devraient également profiter à tous. Mais en pratique, les capacités spatiales restent concentrées dans quelques pays et quelques entreprises. Les fruits de l'exploration spatiale, qu'il s'agisse de connaissances scientifiques, de technologies dérivées ou de ressources d'extraterrestres potentiels, risquent de ne bénéficier qu'à ceux qui ont les moyens de participer à leur acquisition. Artemis II, en tant que mission internationale impliquant la NASA américaine et l'Agence spatiale canadienne, représente un pas vers une exploration plus collaborative. Mais les tensions géopolitiques actuelles, avec la Chine et la Russie développant leurs propres programmes lunaires indépendants, suggèrent que l'espace risque de devenir un nouveau théâtre de compétition plutôt qu'un domaine de coopération universelle. Cette perspective est troublante quand on considère les enjeux à long terme de la présence humaine dans l'espace. Si nous réussissons à établir des bases permanentes sur la Lune, si nous parvenons à exploiter les ressources lunaires pour soutenir des activités spatiales plus ambitieuses, si nous ouvrons la voie vers Mars et au-delà, les décisions que nous prenons maintenant concernant la gouvernance de l'espace auront des conséquences qui dureront des siècles. Les astronautes d'Artemis II, dans leur combinaison orange, flottant dans leur capsule de métal entre la Terre et la Lune, sont les symboles vivants de ces enjeux immenses. Chaque geste qu'ils font, chaque donnée qu'ils collectent, chaque observation qu'ils rapportent contribue à un corpus de connaissances qui façonnera l'avenir de notre espèce dans l'espace. Ils sont à la fois des pionniers et des précurseurs, des explorateurs et des éclaireurs pour les générations qui suivront. Quand ils regardent par les hublots de leur capsule et voient la Terre, ce minuscule point bleu, dans l'obscurité, ils expérimentent directement quelque chose que le reste de l'humanité ne peut que imaginer. Cette vision, que Carl Sagan a décrite si éloquemment dans sa réflexion sur la photographie du point bleu pâle prise par Voyager 1, est peut-être l'image la plus importante que notre espèce ait jamais produite. Elle nous montre tels que nous sommes vraiment, habitants d'une poussière cosmique dérivant dans l'immensité de l'espace. Cette perspective cosmique est à la fois humiliante et libératrice. Humiliante parce qu'elle révèle notre insignifiance à l'échelle de l'univers. Libératrice parce qu'elle nous affranchit des préoccupations mesquines qui dominent souvent nos vies quotidiennes. Depuis l'espace, les frontières nationales sont invisibles.
Les conflits ethniques et religieux qui déchirent notre monde semblent absurdes. Les inégalités économiques qui divisent nos sociétés apparaissent comme des accidents arbitraires de la géographie et de l'histoire. Les astronautes qui reviennent de l'espace parlent souvent d'un désir de partager cette perspective avec le reste de l'humanité. Ils expriment l'espoir que si chaque être humain pouvait voir la Terre depuis l'orbite, ne serait-ce qu'une fois, nos priorités collectives changeraient. Nous comprendrions viscéralement ce que nous savons intellectuellement, que nous sommes tous passagers du même vaisseau spatial fragile, dépendant les uns des autres pour notre survie commune. Artemis II ne peut pas emmener 8 milliards de personnes dans l'espace. Mais les images, les vidéos, les témoignages que les astronautes rapporteront peuvent peut-être transmettre une partie de cette transformation perspectiviste à ceux qui restent au sol. Chaque photographie de la Terre vue depuis l'espace profond est une invitation à voir notre monde autrement, à comprendre notre situation cosmique d'une manière que les mots seuls ne peuvent exprimer. Et c'est peut-être là le véritable objectif de l'exploration spatiale, au-delà des justifications techniques et économiques. Ce n'est pas seulement d'aller ailleurs, c'est de revenir transformer, de partager cette transformation avec les autres, de modifier graduellement la conscience de notre espèce jusqu'à ce que nous nous voyions véritablement comme ce que nous sommes. Une civilisation planétaire sur le point de devenir interplanétaire. Les 10 jours d'Artemis II représentent un concentré d'humanité dans ce qu'elle a de plus audacieux et de plus vulnérable. 4 personnes enfermées dans une machine de métal et de circuits électroniques, traversant un environnement qui les tuerait en quelques secondes si la technologie qui les protège venait à défaillir. 4 esprits conscients, porteurs de milliards d'années d'évolution, projetés dans un vide où la conscience n'a normalement aucune raison d'exister. Cette image est à la fois terrifiante et magnifique. Elle capture l'essence même de la condition humaine. Des créatures fragiles, éphémères, conscientes de leur mortalité, qui choisissent néanmoins de s'aventurer vers l'inconnu. Des êtres qui pourraient rester en sécurité chez eux, mais qui préfèrent risquer tout ce qu'ils ont pour répondre à une question, pour satisfaire une curiosité, pour repousser une frontière. Quand la capsule Orion touche l'eau de l'océan Pacifique après sa descente sous parachute, quand les équipes de récupération ouvrent l'écoutille et que l'air terrestre envahit à nouveau l'espace que les astronautes ont habité pendant 10 jours, un cycle se complète. Des êtres humains sont partis de la Terre, ont voyagé plus loin qu'aucun être humain avant eux, et sont revenus. La boucle est fermée, l'exploit est accompli. Mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est plutôt une transition, un passage d'un chapitre à un autre dans le long récit de l'humanité dans l'espace. Artemis II ouvre la voie à Artemis III, la mission qui ramènera des humains sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972. Et Artemis III ouvrira la voie à Artemis IV, 5, 6 et au-delà, chaque mission construisant sur les accomplissements des précédentes. À terme, ces missions mèneront à l'établissement d'une présence humaine permanente sur la Lune. Des habitats seront construits, probablement près du pôle sud lunaire, où de la glace d'eau existe dans les cratères perpétuellement ombrés. Ces habitats abriteront des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, travaillant à des projets de recherche qui ne peuvent être réalisés qu'en dehors de la Terre. Peut-être y aura-t-il des artistes aussi, des écrivains, des philosophes, des personnes dont le travail consiste à donner un sens à l'expérience humaine dans ce nouvel environnement. Et au-delà de la Lune, Mars attend. La planète rouge, objet de fascination humaine depuis des millénaires, est le prochain objectif logique de l'expansion humaine dans le système solaire. Le voyage vers Mars est incomparablement plus difficile que le voyage vers la Lune. Des mois de transit dans l'espace profond, des défis de radiation et de psychologie que nous commençons seulement à comprendre, une surface hostile qui ne pardonne aucune erreur. Mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. Elles sont les problèmes d'ingénierie de demain, qui seront résolus comme les problèmes d'hier ont été résolus. Les astronautes d'Artemis II ne verront probablement pas de leur vivant des humains marcher sur Mars, mais leurs enfants pourraient, ou leurs petits-enfants. Le temps est court à l'échelle d'une vie humaine, mais long à l'échelle de l'histoire. Ce qui semble impossible aujourd'hui devient routinier demain.
Ce qui est pionnier dans cette génération devient héritage pour la suivante. Cette continuité transgénérationnelle est peut-être l'aspect le plus profond de l'exploration spatiale. Chaque mission est un maillon dans une chaîne qui s'étend vers le passé jusqu'aux premiers rêveurs qui ont imaginé le vol spatial, et vers le futur jusqu'aux descendants qui vivront parmi les étoiles. Les astronautes d'Artemis II sont à la fois les héritiers de Youri Gagarin et de Neil Armstrong, et les précurseurs de ceux qui naîtront sur d'autres mondes. Cette perspective historique confère une solennité particulière à ces 10 jours de mission. Chaque heure passée dans l'espace profond, chaque donnée collectée, chaque système vérifié contribue à un projet qui transcende les vies individuelles des participants. C'est un projet civilisationnel, peut-être le plus ambitieux que notre espèce ait jamais entrepris. L'extension de la présence humaine au-delà de la planète où nous sommes nés. Les risques de ce projet sont immenses, comme nous l'avons vu tout au long de ce récit. Des vies seront perdues, des missions échoueront, des tragédies surviendront qui feront douter de la valeur de l'entreprise tout entière. L'histoire de l'exploration spatiale est déjà marquée par des catastrophes qui ont coûté des vies et des décennies de progrès. Elle continuera à être marquée par d'autres, mais l'alternative, rester confiné sur une seule planète, présente ses propres risques. Les astéroïdes qui ont effacé les dinosaures n'ont pas disparu. Les supervolcans qui ont failli éteindre notre espèce, il y a 74 000 ans, n'ont pas cessé d'être une menace. Les risques que nous nous infligeons à nous-mêmes, à travers les guerres, les pandémies, les changements climatiques, restent présents. Une espèce confinée sur une seule planète est une espèce vulnérable à l'extinction. L'expansion dans l'espace ne garantit pas notre survie, mais elle augmente nos chances, elle diversifie nos risques, elle crée des redondances dans le système de la civilisation humaine. Si une catastrophe frappe la Terre, des communautés humaines sur la Lune, sur Mars, peut-être un jour sur des mondes plus lointains, pourraient survivre et perpétuer notre espèce. Cette considération de survie à long terme peut sembler abstraite et lointaine face aux problèmes urgents que nous affrontons sur Terre. Pourquoi dépenser des ressources pour aller dans l'espace quand des millions de personnes souffrent de la faim, de la maladie, de la guerre? C'est une question légitime, qui mérite une réponse réfléchie. La réponse n'est pas que l'exploration spatiale est plus importante que les problèmes terrestres. Les deux ne sont pas en compétition directe. Les ressources consacrées à l'espace représentent une fraction minuscule des budgets nationaux. Bien moins que ce que nous dépensons pour les armes, le divertissement ou d'innombrables autres activités moins essentielles. Et les technologies développées pour l'espace ont souvent des applications terrestres qui bénéficient à tous. Mais au-delà des arguments pratiques, il y a quelque chose de plus fondamental. L'exploration spatiale représente le meilleur de ce que l'humanité peut accomplir. Elle nécessite la coopération de milliers de personnes de talents variés. Elle exige la résolution de problèmes d'une complexité extraordinaire. Elle incarne des valeurs de curiosité, de courage, de persévérance qui sont parmi les plus nobles que notre espèce puisse cultiver. Une civilisation qui explore l'espace est une civilisation qui croit en son avenir, qui investit dans des projets dont les bénéfices se manifesteront au-delà de la vie de ceux qui les entreprennent, qui refuse d'accepter que le présent soit le sommet de ce que nous pouvons accomplir. C'est une civilisation qui garde les yeux levés vers les étoiles, même quand les problèmes du sol semblent accaparants. Artemis II est un rappel que nous sommes capables de cette vision à long terme, que malgré nos divisions, nos conflits, nos échecs collectifs, nous pouvons encore nous unir autour de projets qui transcendent les intérêts immédiats. Que l'esprit qui a poussé les premiers humains à explorer au-delà de leur vallée natale, au-delà de leur continent, au-delà de leur océan, est toujours vivant en nous. Quand les 4 astronautes d'Artemis II fermeront les yeux pour dormir dans leur capsule, dérivant entre les mondes, ils porteront avec eux les rêves de toute notre espèce. Et quand ils ouvriront les yeux au matin suivant, pour voir la Terre ou la Lune flotter devant leurs hublots, ils vivront une expérience que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer, mais vers laquelle toute l'histoire humaine a tendu. 10 jours, 253 heures, plus de 400 000 kilomètres de voyage, une capsule de métal dans le vide. 4 êtres humains fragiles défiant l'univers indifférent, c'est peu,
à l'échelle cosmique, une poussière traversant le vide entre deux autres poussières. Un instant fugitif dans les éons de l'histoire du cosmos. Mais c'est aussi tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous espérons devenir. Les astronautes d'Artémis II ne sont pas seulement des pionniers, ils sont des porteurs de flammes. Ils transportent avec eux la lumière de la conscience humaine dans les ténèbres de l'espace, affirmant par leur présence même que l'intelligence existe dans cet univers, qu'elle peut comprendre les lois qui le gouvernent, qu'elle peut construire les machines qui lui permettent de l'explorer. Cette flamme a été allumée il y a des millions d'années, quand les premiers proto-humains ont développé la capacité de penser au-delà de l'instant présent. Elle a été attisée par des millénaires de découvertes scientifiques, d'innovations technologiques, de progrès philosophiques. Elle brûle maintenant assez fort pour nous porter au-delà de notre monde natal. Et elle continuera à brûler, portée par ceux qui viendront après les astronautes d'Artémis II, par ceux qui marcheront sur la Lune et sur Mars, par ceux qui construiront des habitats dans l'espace, par ceux qui, un jour peut-être, regarderont notre Soleil comme une étoile parmi d'autres dans le ciel, d'un monde lointain. Nous ne savons pas jusqu'où cette flamme nous portera. Nous ne savons pas si nous atteindrons les étoiles, ou si nous resterons confinés dans notre petit coin de la galaxie. Nous ne savons même pas si notre civilisation survivra assez longtemps pour tenter le voyage, mais nous savons que nous essaierons, que certains d'entre nous risqueront tout pour aller plus loin, que l'exploration est inscrite dans notre nature, aussi profondément que le besoin de respirer ou de manger. Artémis II est la prochaine étape de ce voyage sans fin. Ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Et le chemin continue. Dans le silence de l'espace, entre la Terre qui s'éloigne et la Lune qui se rapproche, 4 êtres humains flottent dans leur capsule de métal. Ils sont à la fois infiniment petits et infiniment importants. Des poussières conscientes dans un cosmos immense et indifférent. Des porteurs d'espoir dans les ténèbres éternelles. Ils regardent par les hublots, ils voient les étoiles. Et quelque part au fond de leur conscience, ils savent qu'ils ne sont pas seulement des voyageurs. Ils sont des pionniers, des représentants de l'humanité tout entière. Et l'humanité, à travers eux, regarde vers l'infini. Le voyage continue.